La France avance sans bouger. Prochaine fois qu'on me dira que je raconte des conneries, je n'aurai plus qu'à dire, bon, allez écouter le discours de Macron. Si moi, ça vous plaît pas, lui, il dit la même chose. Ils se contredisent en permanence. Le colonialisme, on nous parle du néocolonialisme comme si c'était quelque chose qui était tombé comme ça du ciel, mais c'est la continuité d'une domination sur nos pays. Ça avait commencé par l'esclavage, qui s'est mué plus tard en colonisation. Et lorsque c'est devenu quasiment intenable pour nos dominateurs de l'époque, parce que avant des gens comme nous, il y a eu d'autres personnes qui ont lutté pour l'accès à l'indépendance. Il y a eu les Ruben Oumniobé, Félix Moumié, Lumumba. Ils étaient partout. Ils se battaient avec les moyens de l'époque. Et je reconnais, par exemple, à Ruben Oumniobé le fait d'avoir vraiment dérangé la France en allant à plusieurs reprises porter notre voix au sein de l'Organisation des Nations Unies, ce qui a fait qu'au bout d'un certain temps, dans ces instances auxquelles les Africains n'appartenaient pas à l'époque, les autres partenaires internationaux ont commencé à dire, mais bon, il y a toujours ces gens-là qui viennent se plaindre de la façon dont vous gérez leur territoire. Peut-être qu'il faut envisager quand même leur donner l'indépendance, faites quelque chose. Donc c'est contraint et forcé que la France, à l'époque, a été obligée de faire un geste. Et c'est ainsi qu'on nous a donné les indépendances. Mais les indépendances qu'on a eues ne sont pas, par exemple, comparables à la déclaration d'indépendance des États-Unis, où les opprimés se sont assis et puis ont déclaré, vous nous avez fait ça, 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 ça et ça, et en conséquence, nous n'acceptons plus cette situation et nous déclarons aujourd'hui souverains, libres de toutes attaches. Nous, c'est un document administratif qui a d'ailleurs, dans plusieurs cas, été passé entre deux membres du même gouvernement. C'est-à-dire que Félix Houphouët-Boigny était ministre en France pendant qu'on nous donnait l'indépendance. Donc c'était des indépendances fictives. Et comme on ne pouvait plus appeler ça colonisation, puisqu'il y avait quand même un acte administratif qui faisait non pas une indépendance, mais un transfert de compétences, on a préparé tout un système pour combler la colonisation brutale et violente qui existait par un système qui était beaucoup plus insidieux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plus perverse, plus vicieux, où on disait mais non, mais vous voyez, maintenant c'est vous qui avez le droit de faire, voilà des Africains qui sont dans ces fonctions-là, sauf que ces Africains-là, bon, c'était des exécutants, mais le colon avait changé de couleur. Il n'avait pas changé sa nature de colon. Donc, la néocolonisation, c'est le système qui a été mis en place pour se substituer à la colonisation qui a été beaucoup plus brutale, violente physiquement. Et ce système-là est beaucoup plus insidieux. Il passe par des accords qui ont été passés dans les domaines économiques, dans les domaines culturels, dans les domaines politiques, dans les domaines militaires, sécuritaires. Et malheureusement, nous avons eu des dirigeants qui ont joué le jeu, qui n'ont pas été suffisamment soit courageux, soit smart, je n'en sais rien, mais qui n'ont pas dit, OK, ils me donnent des compétences, une fois que je les ai, je redonne ce qu'il faut, je redonne la liberté à mon peuple. Ils ont préféré être là et être les relais, les laquais du colonisateur. D'accord. Et il y a quand même une question que j'aimerais bien vous poser parce que quand on écoute les débats dans les médias français en particulier, il y a beaucoup qui se disent historiens de la colonisation, ainsi de suite, et qui affirment que la France-Afrique est un fantasme. Elle n'a jamais existé. Donc, la question, c'est la France-Afrique n'existe plus ou elle n'a jamais existé, pourquoi les dirigeants français éprouvent-ils le besoin de répéter à qui veut entendre qu'elle fait partie du passé? Justement, je veux dire, ce n'est même pas moi qui contredis leur narratif à ces historiens ou experts. Vous savez, moi j'ai beaucoup aimé écouter ces présidents que vous avez cités, Sarkozy, Hollande, maintenant Macron, parce que nous passons notre temps
à décrier le phénomène de la France-Afrique. Et chaque fois, on nous dit que nous sommes des menteurs, que ça n'existe pas, que c'est un fantasme, que c'est des bobards, c'est des élucubrations. Et puis, il y a le monsieur qui paye ces gens qui nous disent ça, qui vient dire « ce système est obsolète, il doit mourir ». Ah bon, lui aussi c'est un menteur, lui aussi il parle d'un fantasme. Non, ils sont gênés parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus cacher la réalité. On ne peut plus cacher la réalité. Moi, j'aime bien, comme par la dernière intervention de Macron avant sa tournée des plantations en Afrique, m'a plu parce que je me suis rendu compte qu'en fait, Emmanuel Macron répondait aux arguments que nous portons. Moi et d'autres personnes qui sont dans ce combat de l'émancipation. On a dénoncé la France-Afrique dans sa dimension business en disant qu'il y a des monopoles protégés. Il a dit la même chose. Il a dit il faut maintenant qu'il y ait de la concurrence. On est arrivé dans un monde où les monopoles protégés ne peuvent plus exister. Il a même ajouté que souvent les entreprises françaises qui avaient des monopoles protégés ne fournissaient pas du travail de qualité et avaient des attitudes méprisantes envers les décideurs de nos États. Il a dit oui, mais si vous continuez d'emmener des N-1 ou des N-12 pour aller parler au président africain, il faut changer cette façon de faire. Je ne peux plus vous défendre si vous agissez comme ça. Donc, le mépris, la mauvaise exécution inhérente au monopole protégé qu'ils avaient, il les a reconnus comme ça en direct lors de sa conférence de presse. Moi, j'ai apprécié. Comme ça, la prochaine fois qu'on me dira que je raconte des conneries, je n'aurai plus qu'à dire, bon, allez écouter le discours de Macron, si moi, ça vous plaît pas. Lui, il dit la même chose. Ils se contredisent en permanence. Ils ont le besoin de nous ostraciser, de décrédibiliser notre parole, mais en même temps, la vérité s'impose. Nous ne sommes plus dans les années 40 ou 50. Aujourd'hui, et vous parliez de mon intervention lors de la conférence, aujourd'hui, il y a des archives, il y a des documents qui sortent, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui témoignent, qui osent, parce qu'on a quand même réussi à enlever la peur quand même chez certaines personnes. Et donc, ça devient difficile de nier l'évidence. Donc, les experts, entre guillemets, qui foisonnent sur les plateaux français, me font bien sourire puisque leur patron entérine notre discours et admettent qu'il faut changer. Enfin, l'admettent devant les micros et devant les caméras. En fait, on est en train de réinventer chaque fois la France-Afrique. On arrive, on dit la France-Afrique est morte, mais dès qu'on sort de là, on arrive et on crée de nouveaux mécanismes. À ce titre, j'aime bien une expression d'un ancien combattant pour la liberté, un grand homme politique. Peut-être que vous le connaissez, M. Aït Ahmed, Hussein Aït Ahmed, algérien. Et qui a une assez bonne formule pour décrire ça, c'est changer pour que rien ne change. J'ai dit à Sochi, dans mon fameux discours, il y a 4 ans, j'ai dit « La France avance sans bouger ». Je pense que ça rejoint effectivement ce que Aït Ahmed avait dit sans que je ne le sache. Alors maintenant, j'aimerais qu'on passe justement aux détails. Oui. Parce que c'est très très important. Le France-Afrique, comme j'ai aimé beaucoup ce que vous avez dit tout à l'heure, est un système. Oui. C'est un système qui a ses institutions, tout à fait, qui a ses entreprises, qui a ses circuits, qui a ses circuits de décision. Ce n'est pas juste une parole, disons, dans les nuages, qui relève de l'idéologie. Et on peut en citer déjà le franc CFA. Moi-même, j'ai lu les accords qui ont été signés justement lors de la création du franc CFA. C'est hallucinant de voir qu'à ce jour, ils sont d'abord... c'est la France qui est la garante du franc CFA, qui impose le taux de change, la transférabilité des fonds, la priorité sur la transférabilité des matières premières, et ainsi de suite. Alors, dans votre discours... Vous avez indiqué justement que ce colonialisme, cette France-Afrique, a un volet politique,
un volet économique, un volet militaire, un volet culturel et social. Avant d'ajouter une phrase qui est très importante, vous avez dit que la falsification, pour chacun de ces aspects, a eu un discours précis dans lequel les Africains baignent encore. Alors, pouvez-vous nous donner un exemple justement, soit de la politique, de l'économie, du militaire, ou surtout du culturel, parce que les autres aspects ne sont que les corollaires du culturel. Oui, oh, il y a même d'ailleurs toute une foultitude de discours pour chacun de ces éléments. Mais je vais vous en prendre brièvement quelques-uns. J'en ai parlé lors de la conférence. Aujourd'hui, les gens découvrent en Afrique ce qu'on appelle le rôle de porte-plume au sein de l'ONU. On dit mais c'est quoi un porte-plume? Il y a des conférences sur le Mali, sur le Centrafrique, sur tous les pays qui ont des conflits en Afrique. Tous les 3 mois se réunit le Conseil de sécurité et là-dedans sont présentées des résolutions et qui sont adoptées et puis qui sont ensuite exécutées. Ces résolutions, imaginez-vous, ce n'est pas le pays qui a le problème qui les rédige, ce n'est pas lui qui dit je connais la nature des problèmes auxquels je suis confronté, donc voilà ce dont nous avons besoin, voilà ce que je vais rédiger. Non, c'est la France ou l'Angleterre, enfin les deux puissances coloniales, généralement les États-Unis quand il s'agit de la Syrie et du coin là-bas. Ce sont les anciennes puissances coloniales qui ont la prérogative d'écrire les résolutions ou les communications du président du Conseil de sécurité. Ce qui s'explique, d'ailleurs, ce n'est pas l'ONU, le FMI, la Banque mondiale ont été créés en 1945. En 1945, nos États n'existaient pas dans leur forme souveraine d'aujourd'hui. C'était soit des colonies, soit des territoires sous tutelle. C'était, voilà. Et donc, quand on crée l'ONU, quand vous regardez les statuts, les gens n'aiment pas lire. Vous avez dit, vous avez lu les statuts de création du franc CFA. Quand vous allez lire les statuts de la création du FMI ou de l'ONU, il est écrit dedans que les pays parlent et prennent des dispositions pour que l'ordre règne dans leurs colonies, leurs territoires d'outre-mer, etc. Et on a gardé le même. Ça n'a pas évolué. Donc c'est toujours cet instrument construit au moment de la colonisation qui est appliqué aujourd'hui, alors qu'une foultitude de pays en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, ailleurs, ont acquis l'indépendance.